Merci de nous rejoindre pour l'édition de 19h30 sur Speed Line TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le cadre de sa mission visant à offrir un environnement familial à chaque enfant, SOS Village d'Enfants Bénin a procédé ce jeudi au lancement officiel de sa campagne nationale de collecte de fonds Cœur solidaire enfants rayonnants à l'occasion d'une conférence de presse. Pour vivre heureux, vivons cachés, disait autrefois le philosophe Jean-Pierre Florian. Pourtant, à l'heure des réseaux sociaux, cette maxime semble avoir perdu son sens. Désormais, chaque instant de vie peut être capturé et partagé avec des centaines de personnes. Faut-il tout publier sur les réseaux sociaux? La réponse dans un instant. Au cœur de l'actualité internationale, près de 5 décennies après le décès en détention de Steve Biko, figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, le parquet sud-africain a annoncé la réouverture de l'enquête sur les circonstances de sa mort. Avant le développement des titres, nous démarrons cette édition par cette bonne nouvelle. L'Agence nationale d'identification des personnes organise du 13 au 16 septembre 2025 une série de manifestations à l'occasion de la Journée internationale de l'identité. Cette initiative vise à faciliter plusieurs démarches administratives. Les usagers pourront notamment effectuer le enrôlement au RAVIP, mettre à jour leurs informations personnelles et obtenir le 4C mois ainsi que le CIP. L'événement se déroulera dans les guichets uniques de protection sociale installés dans des écoles et collèges sélectionnés. Par ailleurs, l'ANIP informe que durant cette même période, les citoyens pourront également accéder gratuitement à leur CIP et à leur acte de naissance sécurisé via les plateformes numériques de l'agence. L'ANIP invite l'ensemble de la population à saisir cette opportunité pour bénéficier de ces services essentiels entièrement gratuits. Autre volet de l'actualité, SOS Village d'Enfants Bénin a procédé ce jeudi au lancement officiel de sa campagne nationale de collecte de fonds intitulée Cœur solidaire enfants rayonnants. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse réaffirmant l'engagement de l'organisation à garantir à chaque enfant un environnement familial stable et protecteur. Le reportage. Aucun enfant ne doit grandir seul. Encore. Aucun enfant ne doit grandir seul. Pour que ce rêve devienne réalité, afin de permettre au génie qui sommeille dans l'enfant d'éclore, SOS Village d'Enfants au Bénin s'est mise à la tâche depuis environ 40 ans. À travers la conférence de presse de ce jeudi 11 septembre, l'organisation lance officiellement sa campagne nationale de collecte de fonds Cœur solidaire enfants rayonnants. La dite campagne vise à mobiliser 60 millions de francs CFA de dons volontaires afin d'assurer un avenir meilleur aux enfants et jeunes privés de prise en charge parentale adaptée. Sachez que chaque franc collecté permettra d'offrir à un enfant vulnérable la chaleur d'un foyer, une éducation de qualité et une chance réelle de bâtir son avenir. Je lance aujourd'hui un appel fort. Ouvrons nos cœurs pour que nos enfants rayonnent. Nous souhaitons vraiment que la population béninoise, les Béninois de la diaspora soutiennent cette campagne. Nous allons faire du plaidoyer au haut niveau pour un accroissement des ressources en direction des enfants dont nous nous occupons. Leur situation s'aggrave chaque jour et il est indispensable que toutes les parties prenantes, tout le monde accompagne ce mouvement. Pour faciliter l'opération aux généreux donateurs, plusieurs canaux ont été mis à contribution, notamment des virements bancaires, le site de SOS Village d'Enfants Bénin et surtout des opérations par transaction mobile. Ceux qui ont le réseau MTN, étoile 880, étoile 41, étoile 32, suivi de 40, étoile, vous mettez le montant et vous mettez dièse, vous lancez. Si c'est le réseau Celtis, vous faites étoile 889, étoile 6, étoile 1, dièse. Et vous tapez ensuite
le code marchand SOS en majuscule 04. En une quarantaine d'années d'action, SOS Village d'enfants au Bénin aura positivement impacté la vie d'environ 49 500 enfants et jeunes, soit plus d'un millier de déshérités par an. Et les mots ne suffisent pas pour en témoigner. J'ai commencé à SOS depuis que j'étais enfant. J'ai fait le cursus scolaire. J'ai eu la chance de grandir au sein d'une famille. Aujourd'hui, je suis formateur en pâtisserie dans plusieurs centres de formation ici à Cotonou et à Natitingou. Je suis promoteur de la pâtisserie Dis-moi Chef. Et voilà un peu le parcours. Je suis aussi père de famille aujourd'hui. À l'occasion, gouvernement et partenaires promettent redoubler d'efforts pour améliorer ces résultats satisfaisants. L'objectif de militer pour la budgétisation sensible aux enfants et de mobiliser 60 millions de francs CFA n'est pas seulement un défi financier, mais est avant tout un appel à la solidarité, car chaque contribution, aussi modeste soit-elle, peut transformer le destin d'un enfant et lui redonner le sourire. Je salue également l'accompagnement que vous faites pour tout ce qui est l'insertion des jeunes, finalement, leur accompagnement qui mène à leur émancipation économique. Aujourd'hui, j'appelle également à les citoyens béninoises à faire preuve de solidarité et à soutenir cette campagne Cœur solidaire, enfants rayonnantes. Cette campagne, qui s'étend jusqu'au 13 décembre prochain, vise également à sécuriser l'appui d'au moins 15 sponsors et partenaires publics et privés. Réunis, plus de 200 personnalités et bienfaiteurs, et accroître de 30% la visibilité nationale de SOS Village d'enfants au Bénin. Aujourd'hui, un repas, une tenue, un voyage ou même une émotion ne semblent exister pleinement que s'ils sont partagés en ligne. Les réseaux sociaux sont devenus une vitrine permanente où chacun expose des fragments de sa vie. Faut-il tout publier sur les réseaux sociaux? La réponse dans cet élément. Les médias sociaux, plateformes virtuelles permettant l'interaction et le partage d'informations occupent une place importante dans la société moderne. Ces réseaux sociaux offrent un espace virtuel où les individus partagent des idées, des informations et interagissent. Il est observé que certains jeunes publient et partagent tout sur les réseaux sociaux, qu'ils soient bons ou mauvais. Des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou nous livrent leur impression. À cause du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, la digitalisation ou bien à cause en tout cas de la tendance d'aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple simple. Quand vous postulez quelque part, il y a ce qu'on appelle l'enquête de moralité. Admettons que tout ce que vous publiez sur Facebook, ou bien sur TikTok, ou bien en tout cas tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, il suffit qu'ils aillent chercher parce que sur Facebook ou bien sur Internet, il y a ce qu'on appelle l'empreinte numérique qui est là. Donc, même si vous supprimez le truc, ça ne part pas définitivement. Les publications que les gens font peuvent toutefois les rattraper demain. Parce que c'est pas tout qu'il faut publier. Il faut publier ce qui est juste et instructif. Et parfois quand je vois les gens publier des choses qui tirent vers la dépravation, ça me cœur, ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais est-ce que pour ça on va interdire aux gens de ne pas aller sur les réseaux sociaux? Je m'en vais pour donner un exemple. J'étais sorti un jour avec ma fille aînée et on était allé à la plage pour manger. Et une dame dans le quartier qui ne me connaissait pas, parce que je ne suis pas souvent à la maison, a vu la petite fille, puisque c'est une fille de 14 ans, mais elle a la taille quand vous la voyez, si on me dit qu'elle a 14 ans, elle dit non. Mais puisqu'elle a vu un vieux babu avec la babuchette blanche, avec une petite fille, on sent la maman, elle a fait la photo, notre photo, qu'elle a envoyée directement à la maison à ma femme. J'étais là quand ma femme m'a appelé, dit « Tu es où avec ta fille ?» Nous sommes à la plage. Il faut ouvrir ton WhatsApp.
Je vois la photo et je présente la photo à ma fille. Ma fille dit, papa, je sais qui a fait ça. Toi, tu peux voir des gens assis et faire leur photo que tu vas envoyer. Tu connais la peine de ce que tu viens de faire. L'acte que tu viens de poser là, tu connais sa peine. Et le monsieur me dit, moi je suis juriste. Heureusement pour toi que le monsieur a pris conscience et patience, il est venu vers nous. Sinon, s'il a pour la police, imaginez-vous que celle avec qui j'étais n'est pas ma fille et qu'elle envoie cette photo à la maison. Le scandale que ça pourrait poser. Ça fait l'une des conséquences de pourquoi on ne doit pas tout poster sur les réseaux sociaux. Et je le réitère encore, avant de poster quelque chose sur les réseaux, il faut voir, étudier si ce que je vais envoyer est instructif. Est-ce que ça peut enseigner, quelqu'un peut attirer un enseignement dedans, ça peut instruire quelqu'un sur un plan donné avant de poster. S'ils vont chercher sur les réseaux sociaux pour savoir si vous avez une bonne moralité ou bien pour voir ce que vous avez l'habitude de publier sur les réseaux sociaux. On peut voir par exemple, vous avez publié, vous étiez dans un bar en train de prendre de la chicha ou bien, en tout cas tout ce qui peut vous compromettre à l'avenir. Donc tout ça entre en ligne de compte. La plupart des gens ne perçoivent pas cela. Et ils ne regardent pas l'avenir, ce que ça peut causer, ce que ça peut les causer. Donc je pense que, en tout cas, de mon point de vue personnel, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Une utilisation éclairée et réfléchie d'un réseau social est essentielle pour une vie numérique équilibrée. Je n'en peux plus, je suis à bout. Ces mots de plus en plus nombreux à être prononcés traduisent une réalité silencieuse, le burn-out. Ce mal touche ceux qui, poussés à l'extrême, voient leur énergie et leur santé mentale s'effondrer sous le poids d'un travail incessant. Docteur Paul Ayelo nous en dit plus. Le burn-out, comme son nom le dit, c'est un nom anglais. Burn-out, c'est brûler à l'intérieur. Donc ça relève du stress chronique. Donc quand le sujet qui fait face à une sollicitation professionnelle qui dépasse ses capacités, donc il a pris du temps pour tenir face aux sollicitations professionnelles pendant longtemps, puisque c'est une question de durée, il finit par se fondre, il finit par perdre toutes ses énergies et là, il va dans un état d'épuisement total. C'est difficile que l'individu lui-même se rende compte qu'il est en situation de burn-out. De toute façon, il commence par déjà présenter lui-même des signes de malaise, d'inconfort. Il n'arrive pas à supporter, d'accord? Il n'arrive pas à supporter les charges qui lui sont confiées. Il perd d'énergie. Il ne donne pas la réponse qu'il faut par rapport à la demande qu'on lui adresse. On lui demande un rapport dans 2 jours, dans 3 jours, jusqu'à 1 semaine, il n'a pas encore livré le rapport. Ça donne déjà des signes que l'individu perd ses capacités. Il peut être au départ quelqu'un qui est performant, mais à un moment donné, on commence à se rendre compte qu'il n'est plus du tout dans le travail. En griffe, c'est qu'il n'est plus dans son plat, comme on peut le dire couramment. Donc quelque chose commence par mal aller, mal se passer à ce niveau-là. On peut lui suggérer d'aller en consultation psychiatrique pour recevoir des conseils, soit sur le psychologue, soit sur le psychiatre. Il peut commencer à développer des signes d'ennui, des signes d'anxiété. Ça, c'est des manifestations d'ordre psychologique. Les manifestations d'ordre physique, c'est que la personne se sent fatiguée de plus en plus. Asthénie chronique, fatigue chronique. On cherche par tous les moyens pour le soigner, on n'y arrive pas. Pourquoi pas changer d'activité? Parce que s'il ne peut pas tenir à un poste donné, il peut peut-être tenir à d'autres postes. D'accord? Donc on peut lui faire changer d'activité, changer de poste. On peut lui faire changer d'environnement. On peut l'affecter à un autre poste ou à une autre tâche. Donc il y a tous les moyens possibles pour corriger ces états de stress. Mais quand ça va au burn-out, là c'est le terminus. Hein. C'est que l'individu est bloqué. Au plan individuel, l'individu aussi doit pouvoir s'entraîner à pouvoir gérer son quotidien. Il ne doit pas concentrer trop
de tâches dans un même temps. Donc il doit pouvoir se donner un certain nombre de priorités. D'accord? C'est à travers son organisation qu'il peut gérer de façon souple et simple ses sollicitations. En interactualité, en République démocratique du Congo, la situation se dégrade face à la nouvelle flambée d'Ebola dans la province du Kasaï. En l'espace d'une semaine, le nombre de cas présumés a plus que doublé, passant de 28 à 68, selon les dernières données du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Le virus s'est désormais étendu à 4 districts. Le dernier bilan fait état de 16 décès. Le reportage. Dans la province du Kasaï, au sud de la République démocratique du Congo, le nombre de cas présumés d'Ebola a plus que doublé en l'espace d'une semaine. Depuis la confirmation d'une nouvelle flambée épidémique, a indiqué jeudi l'Agence africaine de santé publique. Les cas suspects sont passés de 28 à 68 et l'infection s'étend désormais à 4 districts. 16 décès ont déjà été recensés. L'épidémie a été déclarée la semaine dernière après la confirmation d'une infection chez une femme enceinte dans la localité de Boulapé. Le Kasaï, enclavé et mal desservi, se situe à plus de 1000 km de Kinshasa. La proximité des villages favorise la propagation de cette maladie tandis que l'insécurité persistante à l'est du Congo entrave les efforts de confinement. L'OMS et les équipes congolaises d'urgence sont mobilisées pour contenir la propagation. À Chikapa, capitale provinciale, les déplacements sont restreints et des points de contrôle ont été mis en place pour offrir des soins et renforcer la surveillance et la prévention des infections. C'est une enquête emblématique qui est sur le point d'être ouverte en Afrique du Sud, 48 ans après la mort du militant anti-apartheid Steve Biko, tué par la police alors qu'il était en détention. L'enquête reprend ce vendredi. Un événement rendu possible par le combat de sa famille, mais aussi par une réouverture de dossier voulu par le président Cyril Ramaphosa depuis son arrivée au pouvoir en 2018. Suivant. Près d'un demi-siècle après sa mort, les autorités sud-africaines ont officiellement ouvert ce vendredi une enquête sur l'assassinat de Steve Biko, figure emblématique de la lutte contre l'apartheid. Le militant des droits de l'homme est décédé le 12 septembre 1977, à l'âge de 30 ans, alors qu'il était détenu à Pretoria. Fondateur du mouvement de la conscience noire, Steve Biko avait été violemment battu par une unité spéciale de la police. Il est mort des suites de graves lésions cérébrales. À l'époque, les autorités avaient affirmé qu'il s'était blessé en se cognant la tête contre un mur. Une version depuis contredite par les aveux en 1997 de plusieurs anciens policiers. Selon l'autorité nationale des poursuites, cette enquête ouverte ce 12 septembre, jour anniversaire de sa mort, vise à présenter au tribunal des éléments permettant de déterminer si le décès a été provoqué par un acte ou une omission constituant une infraction. L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été condamné ce jeudi à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Ce jugement est le résultat du procès historique qui s'est tenu devant la Cour suprême divisant le pays, attirant les foudres du président américain Donald Trump. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a aussitôt promis des représailles suivantes. La sentence finale que je prononce à l'encontre de l'accusé Jair Messias Bolsonaro est de 27 ans et 3 mois, dont 24 ans et 9 mois en régime fermé et 2 ans et 6 mois en régime semi-ouvert. Le verdict est tombé au Brésil. L'ancien président Jair Bolsonaro vient d'être condamné à plus de 27 ans de prison. Le dirigeant d'extrême droite a été reconnu coupable de tentative de coup d'État qui a eu lieu après sa défaite électorale de 2022. Je considère que le procureur général a prouvé que Jair Messias Bolsonaro a commis les crimes dont il est accusé, étant donné son rôle de chef de l'organisation criminelle. Jair Bolsonaro, qui a toujours nié toute malversation, est actuellement assigné à résidence à Brasilia. Il est le premier ancien président brésilien à être condamné pour tentative de coup d'État. Mais cette condamnation ne signifie pas qu'il ira immédiatement en prison. Le tribunal dispose désormais de 60 jours pour publier le jugement. Une fois cela fait, les avocats de Bolsonaro auront 5 jours pour déposer des requêtes en clarification. Le pays de l'oncle Sam est sous le choc après l'assassinat de Charlie Kirk, figure majeure de la jeunesse conservatrice et proche de Donald Trump, tué ce mercredi lors d'un débat en Utah. Henry Dell était au rassemblement et a assisté
Au meurtre de cet allié de Trump, il raconte comment s'est déroulé cet événement. Le reportage. Plus de 48 heures après les faits, la traque se poursuit pour retrouver l'assassin de l'activiste proche de Donald Trump, Charlie Kirk, tué en Utah aux États-Unis. Henry Dell, un témoin de la fusillade, a répondu présent à l'appel des enquêteurs fédéraux après la publication des photos du présumé coupable. Cela s'est produit moins d'une minute après la fin de notre échange. Ça a peut-être mis une minute, un peu plus ou un peu moins, mais c'était très rapide. Je parlais à une journaliste de Deseret News, puis j'ai levé les yeux parce que j'ai entendu un craquement. On aurait dit un pétard. J'ai regardé à ma droite et j'ai vu Charlie avec beaucoup de sang qui jaillissait de son cou. Dès que j'ai vu ça, j'ai su qu'il n'allait pas s'en sortir. Mercredi, Henry, quand plus de 3000 personnes s'étaient rendues au meeting en plein air de l'activiste conservateur avant sa fusillade. Choqué, il déplore le manque de sécurité. J'ai trouvé ça très bizarre. Quand je suis arrivé sur le campus, il n'y avait aucune sécurité. Absolument aucune quand j'ai regardé autour de moi. J'aimais bien Charlie, mais j'avais le sentiment étrange que s'il arrivait quelque chose, il serait dans une position très vulnérable. Une vidéo largement relayée sur la toile montre le tireur en fuite du toit du Loser Center d'où il aurait tiré. Les forces de l'ordre qui ont trouvé des indices sur le chemin emprunté par ce dernier offrent une récompense de 100 000 $ pour toute information menant à une arrestation. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.